La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Elle vous propose des solutions d'affaires tant en financement qu'en assurance et en protection du revenu, adaptées à vos besoins. La Financière agricole du Québec, fier partenaire de votre réussite. La Fédération régionale de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse d'être partenaire de cette émission qui met de l'avant le savoir-faire des producteurs agricoles ainsi que la passion qui les anime. Nous sommes fiers de faire partie de la recette. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous prenons la route pour Port-Neuf. Nous allons aller rencontrer Julie Vachon, qui est chocolatière. Également Bruno Germain, qui est producteur bovin et fait la transformation également des produits. Cette émission-là va vous démontrer les dessous justement de cette transformation et de la vente directement aux consommateurs. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Je m'appelle Julie Vachon de l'entreprise La Crèmerie Générale et Julie Vachon Chocolat à Deschambault-Grondines dans Port-Neuf. En 2010, je suis venue m'installer ici. J'ai fait un ASP lancement d'entreprise dans le but d'ouvrir ma chocolaterie à Deschambault. En 2011, j'ai ouvert. Et puis, on était toutes les deux, le café La Petite Brûlerie et moi, on a ouvert ici même il y a 6 ans. On est restés 5 ans ensemble. Ça a été parfait pour le démarrage. À bien des égards, on a partagé beaucoup de coups et d'épreuves et donc ça a été parfait. Et puis, elle a quitté en juin 2017 pour sa maison qui est sur la rue de l'Église et depuis ce temps-là, j'ai tout l'espace ici. Quelle formation, toi, tu es allée te chercher? Au départ, le DEP en pâtisserie, qui est très basique, là, qui est intéressant et qui est nécessaire, mais donc à l'école hôtelière de la capitale entre 2002 et 2004. Moi, je m'appelle pas maître chocolatière parce que je trouve ça pompeux, puis je me sens encore apprentie. Puis, je commence à me sentir chef, par exemple. Premièrement, je suis chef propriétaire, ça fait 16 ans que je suis dans le métier. Je maîtrise quand même certains aspects, mais je me considère encore apprentie. Je prends encore des formations régulièrement. Donc, après mon école hôtelière à Québec, j'ai fait plein de stages, des rémunérés, des non rémunérés, dans différents restaurants, institutions. Dans les stages hyper spécialisés, j'ai fait l'École du Grand Chocolat à Valrhona, les Académies du chocolat de Saint-Hyacinthe à l'époque, qui est maintenant à Montréal, celui de Wiz en Belgique, je me rappelle plus comment dire le nom, parce que j'ai travaillé 3 mois en Belgique dans une chocolaterie. Puis, j'ai travaillé ensuite 6 mois dans une pâtisserie en France qui m'a finalement engagée 1 an. Donc, j'ai fait comme presque 2 ans en Europe finalement de formation. Et puis, j'ai surtout travaillé ici et là au Québec, mais dans des chocolateries parce que c'est ce que je préfère faire. Puis c'est là-dedans que je me sens plus douée, tout simplement. C'est ma force. Ouais. Et c'est important pour toi de continuer d'aller chercher des expertises d'ailleurs? Oui, bien c'est important. Oui, je veux toujours m'améliorer, je veux des nouvelles techniques. Puis je veux aussi rencontrer des professionnels, puis être à la page là, pour pas toujours faire les mêmes choses, puis un peu voir ce qui se fait de plus moderne. Oui, je trouve ça important. J'ai du plaisir à le faire. Et comment ça a évolué depuis le temps que, bon, tu as fait ta formation, tu as démarré ton entreprise versus aujourd'hui? Est-ce que tu as vu une évolution dans les techniques, dans les produits qu'on finit par faire finalement?
Absolument. Bien, il y a plein de nouveaux petits fruits au Québec qui sont de plus en plus accessibles. Le sureau, l'argousier, la camerise, il y a plein de produits à exploiter de ce côté-là. Sinon, au niveau technique, bien, il y a toujours des nouveaux moulages, des nouvelles façons de faire, soit pour juste purement le look, mais aussi l'efficacité ou de nouvelles façons de penser la production. Puis c'est beaucoup au niveau du look. Souvent, le design en pâtisserie, on peut voir... quand on se parle entre nous, des fois, on se dit « Ah, mais ça fait tellement 1980 », en voulant dire « On fait plus ça, c'est terminé ce temps-là ». Puis là, de ce temps-ci, bien, tu sais, presque chaque saison a des nouveaux styles, mais même des maîtres, un peu comme ça se fait dans la haute couture ou même dans le sport. Il y a des assiettes qu'on se dit « Tiens, ça fait Michalak, ça fait Hermé, ça fait… » Fait qu'on est très influencé par les saisons que sortent les grands chefs. Puis c'est un peu pour ça aussi que je me tiens à l'Académie, pour voir un peu… qu'est-ce qui se fait de nouveau, puis pas trop has-been, tu sais, puis à se tenir à la page, même dans la campagne, il y a moyen d'être à jour. Mais je vais le faire pour les vieilles émissions. Comme ça me tape. Là, je peux goûter. Fait que la première année, j'ai fait des brownies parce que j'ai... Disons que c'est une journée de production de chocolat, ce que je préfère faire, ce que je fais le mieux d'ailleurs. On commence par mettre au point le chocolat, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure. Et une fois que le chocolat est mis au point, bien là, on lance, dans mon cas, c'est des moulages et des trempages de ce temps-ci. Si c'est, exemple, Pâques, à ce moment-là, c'est des moulages creux toute la journée, toute la semaine, tout le temps, parce qu'il faut en faire énormément. Mais c'est assez différent d'une journée à l'autre. Ouais, c'est ça. Mais la journée type de chocolat, c'est ça. J'arrive, je mets le chocolat au point. Puis après, ben, je regarde mon planning qui est prévu à la fois sur le mois, sur la semaine et par jour. Puis je m'ajuste s'il y a des commandes de dernière minute, parce qu'il y en a souvent. Donc ça ressemble à ça. Et là, on est ici devant le fameux, la tartinade chocolat noisette. C'est un gros vendeur, je pense. C'est le plus gros vendeur de l'histoire de la chocolaterie. C'est incroyable comment on en vend. À chaque fois que je me dis, OK, là, on est correct, Emilienne a fait une méga batch, ben, je me retourne, il n'y en a plus. Ben, c'est un beau problème, là, mais j'ai beaucoup de demandes pour en vendre dans d'autres commerces à l'extérieur, sur Montréal et tout ça. Puis j'en vendrais. Mais c'est tellement artisanal, à date, j'en fais en petite batch, puis je fournis ma boutique, puis ça se passe bien. Je suis en réflexion à savoir si je le sors sur le marché, mais c'est incroyable comment c'est populaire. Mais tout le monde aime ça. Bien, c'est un goût, tu sais, le goût Ferrero Rocher, le goût Nutella, tout le monde adore ça. Mais là, c'est la version centrée, entre guillemets. On s'entend que c'est très sucré, puis c'est quand même gras, mais c'est à base de noisettes. Et il n'y a pas de gras hydrogéné. Si on prend la marque connue, que je ne devrais pas nommer peut-être, c'est à base de gras, puis c'est à base de sucre, puis c'est hydrogéné, c'est la pire affaire. Tandis que ça, oui, ça reste très sucré, c'est un produit à prendre avec parcimonie, mais c'est meilleur pour la santé, mais c'est surtout excellent. Fait que ça, tu vois, c'est un bel cabaret de Grelier. Fait qu'on met une poignée d'amandes là-dessus, puis on met du chocolat. T'as le bon chocolat, t'as le croquant de l'amande, t'as le côté torréfié. Puis c'est à peu près ce que je vends de plus santé, dans le sens qu'il y a beaucoup de cyclistes qui achètent ça, beaucoup de sportifs. Parce que oui, c'est une gâterie, mais c'est du chocolat noir, on le recommande. Comment ça marche, la production générale d'une chocolaterie? Qu'est-ce que tu fais? Ben c'est du un par un. Donc, en cuisine, en préparation, en mise en place, on fait énormément de choses en même temps, puis on fait plus des gros volumes, puis c'est gérer plein de choses en même temps. Ici, évidemment, ça arrive que je fasse 2-3 choses en même temps, mais c'est aussi des produits qui sont extrêmement longs à faire. Donc, une journée, je trempe du chocolat, bien, je vais faire que ça toute la journée, puis je vais le faire bien. Après ça, je vais stocker parce que c'est des produits qui sont pas périssables. Donc, c'est vraiment, tu sais, une chose à la fois, puis c'est beaucoup de répétition, beaucoup de finition, beaucoup de finesse dans les gestes. Donc, comparé à d'autres secteurs de l'agroalimentaire, je dirais que c'est ça, c'est énormément de répétitions de petits gestes, puis c'est du cas par cas. Donc, une journée, on fait ceci, l'après-midi, on fait cela. À un moment donné, je fais des caramels, bien, je fais une série de caramels, je les range, je les fais tempérer. C'est vraiment du étape par étape. Alors, Julie, qui dit fabrication de chocolat, dit la vente également. Comment on en arrive à mettre en place une boutique comme la tienne? Tu es aussi dans des marchés, tu as beaucoup de gestion à faire au niveau du marketing. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ta boutique? Qu'est-ce que tu vends exactement? C'est une question à beaucoup de développement. C'est-à-dire que je n'avais pas du tout prévu ouvrir une boutique ici parce qu'on est dans un milieu très rural, très saisonnier.
Et puis, lorsque j'ai ouvert ma cuisine de production, j'ai eu tout de suite de la demande. Donc, les maîtresses d'école qui travaillent en face, les voisines, les copines, tout ça. Donc, au départ, je leur offrais, tu sais, un peu bancal, là, un petit « Ah, j'ai ça », mais tu sais, c'était pas préparé, il n'y avait pas de prix dessus, c'était un peu n'importe quoi. Donc, petit à petit, j'étais installée dans un café à l'époque, n'est-ce pas? Donc, j'ai mis une tablette, quelques trucs sur le bord de sa caisse pour accompagner le café, 2 tablettes, 3 tablettes, une étagère, 2 étagères. C'est devenu une boutique. Et à ma plus grande surprise, 95 % de mes ventes sont ici. À la boutique. Fait que j'ai vraiment choisi par défaut ou par hasard un peu le circuit court, donc la vente directe, et ça me convient de mieux en mieux. J'ai essayé un peu des points de vente, puis ça n'a pas fonctionné à mon goût. Et puis, à ma grande surprise, je suis surtout capable de vivre de ma boutique de Deschambault, avec le marché public de Deschambault, également en été, le marché de Noël à Cap-Santé. Puis je regarde pour développer peut-être des plus gros marchés sur Québec pour boucler l'année. OK. Mais oui, j'ai plein de clients fidèles qui viennent ici chaque semaine. Et puis même des clients qui viennent me voir 3 fois par année, mais qui sont très fidèles. Mais tu sais, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont besoin de chocolat à Noël, à la Saint-Valentin et à Pâques, mais qui se souviennent qu'il y a un chocolatier de région, artisanal, puis qui viennent ici. Et comment tu vois l'avenir de ton entreprise? La chocolaterie, bon, tu as la crèmerie aussi. Est-ce que tu veux faire du développement? Est-ce que tu veux consolider, agrandir? Comment tu vois l'avenir de ton entreprise? Oui, je veux consolider. Je veux améliorer les ventes, je veux améliorer les produits et services. Mais je veux vraiment développer mon magasin ici. Je m'oriente vraiment sur le circuit court, mieux servir mes clients qui se déplacent, améliorer l'offre de la crèmerie, améliorer tout ça. Mais je vais vraiment focusser sur la boutique de Deschambault. C'est vraiment là que je m'en vais. Puis à long terme, moyen, long terme, je voudrais faire l'histoire de la crème glacée. J'hésite à dire musée parce que c'est très petit ici, donc je veux pas que les gens soient déçus, mais centre d'interprétation, un peu l'histoire de la crème glacée, mais orienté vraiment sur Port-Neuf au Québec. Là. OK. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manquerait pour être heureuse ou tu as tout ce qu'il te faut présentement? Je suis comblée. Oui? Je suis absolument comblée. J'aime mon milieu, j'aime mon métier, j'aime tout de Deschambault en général, puis de mon entreprise ici, de ma vie ici en particulier. Donc, je n'ai que de la gratitude à exprimer. Alors, Catherine, cette semaine, on se retrouve pour notre chronique historique, émission sur la transformation, la vente à la ferme. Comment ça se passait dans l'histoire à ces sujets-là? Bien, en fait, Cathy, on sait que longtemps, les gens ont travaillé en autarcie. Ça veut dire on produit ce qu'on va manger, puis on mange ce qu'on a produit. Et évidemment, toute la chaîne de ce qu'on pouvait retrouver sur la table se retrouve là. Donc, qu'il s'agisse de faire son pain, tout le monde avait un pétrin à pain dans la maison. Hein. C'était vraiment un objet du quotidien. On en a des beaux exemples qu'on peut voir encore de nos jours au Québec. Le beurre également, on transformait nous-mêmes la crème en beurre et c'était des produits d'alimentation courante. Je dirais que la transformation et la vente à la ferme, c'est un peu dans le prolongement de ce phénomène-là parce que à partir du moment où, au 19e siècle, il y a une partie de la population qui a quitté les campagnes pour s'en aller en ville, bien, il fallait quand même nourrir tout ce monde-là. Ce qui fait que dans les fermes, bien, on s'est un petit peu arrimé là-dessus pour continuer à produire. Par exemple, on pouvait valoriser les produits en les transformant en confiture, on pouvait faire des fromages, on pouvait faire des pâtés, on pouvait faire des alcools également. Et les gens de la ville, les urbains, venaient s'approvisionner au marché ou ailleurs pour pouvoir se nourrir tout simplement. Donc, c'était vraiment dans ce prolongement-là, dans cette belle continuité de production à la maison qu'on peut observer encore aujourd'hui ce phénomène-là de transformation et de vente à la ferme. D'ailleurs, tu sais, Cathy, que le fait d'être capable de faire de très bonnes tartes ou de très bons pâtés, de bonnes confitures, c'était vraiment quelque chose qui était très valorisé dans le Québec ancien. Au 20e siècle, par exemple, les cercles des fermières dans toutes les régions avaient des concours pour démontrer les talents, les savoir-faire culinaires des femmes des paroisses. Et c'était vraiment bien vu là, de pouvoir présenter des produits dans les foires agricoles et tout ça, puis de se qualifier dans ces concours-là. Je te dirais que le cultivateur dont la femme gagnait le prix de la meilleure tarte au bleuet était vraiment très fier. C'est bon, merci Catherine. Bonjour, je m'appelle Bruno Germain, de Ferme ancestrale Germain de Deschambault.
Robert Germain est arrivé ici à l'été 1697. Il a eu des enfants, il a développé, mettons, cette ferme-là et ça l'a resté dans la famille jusqu'à aujourd'hui. Donc, de génération en génération. Ouais, je suis la 13e génération ou 12e génération que les Germains cultivent ici la terre. Est-ce que ça a toujours été une production bovine? Non. Moi, j'ai eu d'un de mes oncles, j'ai acheté la ferme, qui a eu des animaux de boucherie dans l'Ouest en 1920. Il les avait emmenés ici dans les années 40 et lui avait continué la production bovine. Mais il y avait une production laitière quand j'étais jeune. Mais le lait a été abandonné. Ils n'ont jamais eu, mettons, de Boltagne dans le temps. Ça a dit que ça a été abandonné. Puis moi, j'ai continué le bœuf quand j'ai repris la ferme. Oui, vous faites de la production bovine, mais il y a aussi la transformation, la vente à la ferme. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne à votre ferme. Je fais le processus complet. Je fais la conception, mettons, quand les vaches sont en chaleur. Et le descendant, la majorité, mettons, s'en vont pour la production de table. Il y en a que j'élève pour la relève, mettons, du troupeau. Mais la majorité sont transformées pour les consommateurs directement. Et pourquoi avoir fait ce choix-là? Est-ce que c'est pas un peu se donner plus d'ouvrage? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Oh, aujourd'hui, on peut en parler parce qu'on y a goûté, mais c'est quand même un choix. Ça amène un surplus de travail, puis un travail que la majorité ont jamais. La transformation et directement le consommateur, la majorité des agriculteurs ne touchent pas à ce côté-là. Non, c'est ça. Puis vous, c'est quelque chose qui vous attirait? Vous teniez à faire ça? Oh, quand on a parti la boucherie, mettons, on était à 26 producteurs qui croyaient à ça. C'est pas le côté, c'est un côté pas si facile que ça. L'abattage est fait à l'extérieur. De la conception, mettons, de l'animal, moi, l'élevage, la naissance et jusqu'à l'abattage est fait ici. L'abattoir a besoin d'une inspection. OK. Est faite à l'extérieur, mais les carcasses reviennent ici. Ben ça a été approuvé. Dans le fond, c'est l'inspection des animaux fédérale. Et par la suite, je fais toute la découpe, souvent avec les clients qui prennent des demi. Eux, ils veulent être là pour ça. Je l'offre. OK. Ils sont là, ils décident des morceaux au fur et à mesure qu'on touche aux carcasses. Et ils participent à l'emballage sous vide. Puis ils viennent chercher dans la même journée, quelques heures après ou le lendemain, leur produit. OK. Et à quel rythme, justement, vous faites, au niveau de l'abattage, puis tout ça, parce que là, vous avez des animaux à l'année dans vos champs. Ça marche comment, à peu près, le rythme pour avoir de la viande? Là? Le rythme, j'ai quand même 10 mois par année que ça va bien pour que j'en fasse. Les mois moins occupés, mais les grosses périodes de récolte, juillet et août, la température aidant pas aussi pour faire virer les systèmes et faire de la congélation. J'aime mieux être en dehors du mois de juillet et du mois d'août. OK. Mais les 10 autres mois, je fais des carcasses à tous les mois. OK. Puis c'est à peu près combien de carcasses que vous pouvez travailler à chaque mois? 2, 3, 4. OK. C'est pas une grosse production, c'est quand même une petite production. Je viendrai jamais, je fais pas de produits extérieurs, c'est juste mes carcasses que je fais. Fait que si, mettons, vous allez chercher ce numéro-là, vous savez exactement c'est quoi l'animal? Moi, je le sais. C'est pas avec un Bon, c'est ça. Facebook. Non, c'est ça. Mais vous, dans vos registres, là, vous avez ça. Est-ce qu'il y a une différence, justement, au niveau du goût de la viande, dépendamment de la saison, du moment de l'année? Ça serait difficile en tout cas, moi, le goût même, j'ai la chance de faire plusieurs tests avec des carcasses, là, comme manger du 16 jours, du 14 jours, du 21 jours. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui influencent beaucoup plus que juste la saison. Oui. OK. Saison, l'alimentation est différente, mais je pense pas parce qu'il a quand même vu 2 saisons. Il a vu 8 saisons dans le fond parce qu'il a vu 2 années. Là. OK. L'animal qu'on a vu tantôt, ils ont quand même 2 ans. Ils ont 2 ans. OK. 23 mois, un cas, puis peut-être. OK. Bon, mais on parle de 2 ans pour avoir un animal qui est prêt pour la consommation. OK.
Mais là, vous avez dit tantôt que c'était dangereux. Ben ouais, mais là, Ben là, il faut que je l'ouvre avant, là. Faut que je les ouvre avant parce qu'ils tombent. Ouais. Et là, quand vous faites votre travail, parce que là, vous avez plusieurs métiers, vous avez le métier de vous occuper de vos animaux, d'entretenir vos terres, d'être aussi un boucher. Comment vous avez appris le métier, justement, de la découpe de viande? Est-ce que vous avez eu des formations ou... Non, formation, j'en ai eu dans beaucoup d'autres domaines. Là. Je vais parler d'ébénisterie ou bûcheron. OK. Je suis très habile de mes mains. Mais boucher, j'ai appris avec les bouchers, mettons, quelques années, découpe. Puis j'ai appris comme ça. J'ai des personnes d'expérience, mettons, on va parler de 30 ou 40 ans d'expérience, qui veulent me montrer et qui ça leur fait plaisir de dire leur truc. J'ai eu beaucoup de personnes, mettons, d'expérience. Même étant plus jeune, j'ai eu des personnes qui sont venues m'aider des fois. Tu apprends beaucoup de personnes qui veulent donner leur savoir. Oui, c'est important, ça. Puis il y en a que ça leur fait plaisir. Là. Anciennement, il y en avait plus, je crois, qui gardaient leur secret. Mais la pire chose, si tu as une expérience, ça t'a pris 30 ou 40 ans à apprendre, c'est facile de le donner. Et vous, qu'est-ce que vous espérez pour votre entreprise? Est-ce que vous voulez développer, amener ça un peu plus loin ou pour vous, pour l'instant, c'est raisonnable, vous gardez ça comme ça? Ça va rester comme ça. Oui. C'est pas... Je dis pas si jamais il y a des terres qui sont disponibles, mais au prix où sont rendues les terres, le développement est non rentable, entre guillemets. Là. Même dans Port-Neuf, on en est là? Les prix des terres, c'est pas avec des vaches à bœuf qu'on va payer des prix des terres qu'on voit à l'heure actuelle. Et c'est quoi votre plus gros défi dans votre métier de producteur agricole? J'ai de la misère à répondre à cette question-là. Le défi, c'est d'être là 365 jours, mais c'est pas. On s'acclimate à ça. C'est pas. Pour moi, je vis très bien dans le métier que je fais. Là. Je suis heureux comme ça, puis j'ai pas grand-chose que je changerais. Là. OK. Puis est-ce que vous trouvez que la race de vos vaches, les races que vous utilisez, a évolué dans le temps? Est-ce qu'elle est plus performante, elle est plus résistante? Comment ça s'est développé, les races? Les races se développent. Si on recule un peu, moi, ce que j'ai vu dans les années 70, ils voulaient vraiment avoir des vaches de plus en plus grosses. Mais il y a une limite à un moment donné. J'ai eu des vaches beaucoup plus pesantes, moi. Aujourd'hui, le poids, je tente d'avoir des races... pas nécessairement petites, mais pas de grandes races ou de grosses races. Là. Il n'y a pas d'avantage à avoir... il y a une limite à un moment donné. Et avoir une carcasse de 600-700 livres est quand même une belle carcasse. C'est ça, la qualité est là quand même. Oui, c'est pas nécessairement la grosseur qui améliore la qualité. Là. Alors, M. Germain, expliquez-nous, on voit, là, vos vaches sont ici à l'extérieur. Ils passent leur vie à l'extérieur, votre troupeau. Oui, quand j'ai commencé, j'avais un bâtiment que je pouvais en garder 30 dans un bâtiment. J'ai gardé le bâtiment pour les vélages et tout, mais j'avais grossi le troupeau beaucoup. Et les bâtiments étaient dispendieux, puis il n'y a pas d'avantage. Il y a plus de maladies dans un bâtiment qu'à l'extérieur. Les vaches restent ici sur le bord du bois. Et on a un enclos pour passer l'hiver. Sont soignées ici tout l'hiver. Dans le fond, c'est un animal qui est assez rustique, donc qui est capable de passer à travers à peu près toutes les saisons. Oui, facilement. Okay. C'est pas... Il n'y a pas d'avantage à avoir un bâtiment, à part de certaines périodes, surtout autour des vélages. Entre producteurs agricoles, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une belle complicité entre vous? Vous faites beaucoup de marchés publics également, donc vous en côtoyez beaucoup? Oui, c'est quand même, pas les connaissances, mais entre producteurs en général, ça se passe très bien. Là. On se tient en général facilement. Là. Même aller aider ceux qui vont commencer ou qui ont de la misère ou qui ont des points, mettons, de non-connaissance. Je participe des fois avec des personnes, mettons,
aller montrer ton savoir. Parce que vous l'avez vécu quand même, donc vous Oui, redonnez un peu. là. c'est normal à un moment donné qu'il y en a qui sont venus m'aider volontairement, puis donner puis c'est de leur passer au suivant. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune de la relève, par exemple, qui souhaiterait avoir une entreprise bovine en faisant de la transformation, de la découpe? Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner, quelque chose à lui dire? C'est de maintenir le cap, mettons, d'avoir une certaine ligne de conduite, une route, puis suivre sa route. Il y a des journées ou des mois qui ne sont pas faciles, mais il faut quand même persévérer longtemps. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce genre de production-là? Oui. Oui. Oui, parce que je crois que ça se développe. Tu as plus de petits marchés. Regarde les marchés publics. Il y a beaucoup de marchés publics, puis ils ont besoin de producteurs. Ils cherchent des producteurs pour... Puis il y a des productions qui sont pas représentées ou peu représentées. Là. Ça va continuer à se développer. Tant que le client va vouloir quelque chose, ça va se développer. Et c'est important de répondre à la demande du consommateur, de s'adapter à ce qu'il veut. Oui. Oui. Bien, si le consommateur n'en veut pas, on n'existera pas. C'est le consommateur qui décide au bout. Là. Mais tu as quand même une clientèle qui veut un produit qui savent où qui a été élevé, que ce ne soit pas juste des choses théoriques, que ce soit pratique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manquerait pour être parfaitement heureux? Je suis déjà très heureux. Oui. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole sur la production, la transformation et la vente. Et merci à nos deux invités de cette semaine, Julie Vachon et Bruno Germain. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Cette semaine, nous prenons la route de l'île d'Orléans pour aller découvrir la production de dinde avec Marc-Antoine Turcotte. Je vais demander à Marc, sinon. Et dans le même ordre d'idée, nous allons découvrir les volailles fines avec Richard Poissonneau. Les volailles fines, on entend par là le faisan, la perdrix, pintade, caille. Ça y est, on va avec. Qu'est-ce qu'il y a là? Hey, qu'est-ce qu'il y a là? Arrête de te lamenter. OK, chute. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.